Rien qui va payer encore. Et comment tu penses que ça va se terminer ça? Le grand problème, c'est que personne ne t'écoute. On n'a pas d'interlocuteur. S'il n'y a personne pour t'écouter, si tu n'as pas d'interlocuteur, ça risque de mal se terminer. Une jeunesse qui veut être entendue. 75% de la population algérienne a moins de 25 ans. Les autorités ont promis de répondre à la flambée du prix des denrées alimentaires. Pour ce qui est du mal-vivre des jeunes, la tâche s'avère plus difficile. Difficile, Benjamin Stora, de faire un bilan au bout de 50 ans, mais cette jeunesse qui n'a pas vécu, et vous l'avez très bien dit, la guerre d'Algérie, qui constitue 75% de la population, a des attentes et visiblement loin de cet aspect historique. Là, on est dans une émission sur la guerre d'Algérie. Alors, on n'est pas dans une émission pour parler de l'Algérie d'aujourd'hui. Donc, c'est compliqué, les allers-retours. Oui, mais en même temps, 50 ans après la guerre d'Algérie. Tout à fait. Alors, moi, je pense qu'il y a une relation ambivalente que la jeunesse algérienne entretient avec cette histoire. Elle est à la fois très loin, parce qu'effectivement, elle est confrontée au problème du mal-vivre, ce que votre reportage a très bien montré, chômage, envie d'exil, enfin, et puis tout simplement vivre mieux dans une société, avoir un travail, avoir une famille, etc., bien sûr. Mais attention, il y a aussi quand même le sentiment national qui est toujours très fort en Algérie. Même s'il ne se voit pas dans ce type de reportage, il existe, il est très fort. Lorsque l'équipe nationale joue, lorsqu'il y a une représentation, c'est un nationalisme jeune, donc extrêmement puissant, hein, qu'il ne faut absolument pas sous-estimer, passionnel. Donc c'est une relation qui est faite d'ambivalence, entre à la fois la distance et en même temps l'imprégnation, c'est-à-dire le désir de savoir. Moi je suis frappé par le fait qu'en Algérie, il y a énormément d'ouvrages qui sont sortis en français ou en arabe, d'acteurs de la révolution algérienne qui se vendent bien dans les librairies, même s'il n'y a pas beaucoup de librairies, il n'y a pas beaucoup de... Et même s'il n'y a pas beaucoup de lecteurs. Si, parce que justement, ce sont des tirages qui sont étonnants. Il y a eu tout des succès de librairies autour, par exemple, de polémiques sur Amirouche, etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est un phénomène nouveau depuis 1 an ou 2 en Algérie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui témoignent, qui sortent, et bon, s'ils n'arrivent pas à toucher un public, disons, de jeunes, par exemple, à la périphérie des villes, etc., ça c'est vrai, néanmoins, il y a quand même un intérêt qui se manifeste. C'est-à-dire qu'il y a aussi le moyen de savoir ce qui s'est réellement passé dans cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on nous a caché des histoires? Est-ce que cette histoire a été reconstruite? Est-ce qu'elle a été trafiquée, etc. Je voudrais te dire un mot sur le débat juste avant, parce qu'on parle beaucoup des massacres de fin de guerre, les harkis, etc. Un mot, je dis toujours ça maintenant parce que ça me paraît important lorsqu'il y a des débats qui se mènent en France. Il ne faut pas oublier les centaines de milliers de morts algériens de cette guerre. Hein, parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup de morts côté harkis, pieds noirs, etc. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, le premier, j'interviens dans les temps modernes, j'explique ce que ça signifie du point de vue de la paysannerie. Mais on oublie toujours, dans les débats franco-français, le nombre de morts algériens de la guerre. Hein, que ce soit par les disparitions, les enlèvements, le napalm, les exécutions sommaires, les corvées de bois, etc. On les oublie. On en parle très très peu. On arrive toujours dans les discussions de fin de guerre. Alors là, oui, il y a des plateaux entiers de télévision là-dessus. Mais vous savez, l'armée française, dans ses statistiques officielles, a expliqué qu'il y avait quand même eu, c'est officiel, hein, c'est 200 000 morts algériens, statistiques officielles de l'armée. Officielles, c'est pas des... les Algériens disent 1,5 million de martyrs, d'accord. Les historiens sont d'accord pour 300 000 à 400 000 morts, c'est-à-dire un chiffre de morts supérieur à celui en proportion de la Première Guerre mondiale dans la population civile. Alors, je dis cela parce qu'il ne faut pas croire que tout ça s'évanouit. Il ne faut pas croire que toute cette question de disparition et de mort dans une société peut, comme par enchantement, disparaître. Même si la population est très jeune. Même si la population est très jeune, ça ne peut pas disparaître comme par enchantement, toutes ces questions-là. Il y a quand même s'il y a absence dans les manuels scolaires, etc., il y a quand même des transmissions familiales qu'il faut bien mesurer. Il y a quand même des souvenirs. Et même s'il y a aussi... et tout le monde le sait, des légitimations par le pouvoir politique en place de l'histoire, il y a quand même aussi des souffrances, il y a aussi des choses qui se sont passées dans cette société dont il faut tenir compte quand on veut discuter de la guerre d'Algérie. Pascal Blanchard. Ce qui est essentiel surtout, c'est que la guerre d'Algérie permet d'un seul coup aussi de nous interroger sur, ça paraît très bizarre ce que je vais dire, mais pourquoi cette guerre a eu lieu? Donc si elle a eu lieu, c'est qu'il y a eu une colonisation avant. Parce que cette colonisation aussi, elle a fait des morts. Et on est en train de le découvrir quand on commence à s'intéresser à la guerre d'Algérie. Il y a le 8 mai 1945, avant 1945, la conquête de l'Algérie. Puis l'Algérie, ce n'est que la partie visible d'un immense iceberg qui s'appelle l'Empire colonial. On voit en ce moment des travaux commencent à émerger sur le Cameroun, par exemple. Très peu de gens connaissaient l'histoire de l'UPC, l'histoire du conflit français au Cameroun. Il y a un ouvrage qui a fait un bon effet sur l'éditeur qu'on connaît bien, toi et moi, à la découverte. Un documentaire vient de sortir, on est en train de découvrir qu'il y a peut-être eu autant de morts par certains moments, par les années de conflit au Cameroun, que pendant les années dures aussi en Algérie. Donc, alors que plus que maintenant, les gens avaient en tête que
Madagascar, le Cameroun, il n'y avait pas eu de mort. C'est une décolonisation pacifique. Non, mais il y a la colonisation et puis il y a le début sur le terrain du conflit. Il y a une histoire et de la confrontation entre... Oh, allons beaucoup plus loin. On est en train de découvrir en France que l'on a eu une histoire coloniale. Et l'Algérie fait partie de cette grande découverte. C'est pas une découverte comme si on avait été nous ignares ou nos parents alors, pourquoi ignares. on dissocie la guerre d'Algérie alors Elle est dissociée parce qu'elle est la première, la premium. Benjamin le disait à la télévision l'autre soir et le disait même dans le commentaire de ce film. C'était des départements français, c'était proche de nous. 1 million d'Européens y vivaient. L'histoire à un moment a cru dans cette mythologie déjà depuis Napoléon III en croyant au royaume arabe à la fusion de cette Algérie avec la France. Plein de raisons qui fait que comme dans toute histoire d'amour, c'était la fille préférée de la France. Mais derrière cette fille préférée de la France, il y a une famille de 40 personnes. Et c'est ça qu'était l'histoire coloniale. C'est Madagascar, c'est la Somalie, c'est les Antilles, c'est la Guyane, c'est la Nouvelle-Calédonie. C'est une histoire beaucoup plus complexe. On est en train de découvrir et la complexité, et les héritages, et les différents conflits, dont certains durent encore en Nouvelle-Calédonie et sont très complexes après la guerre d'Algérie. Tout ça est une histoire très compliquée qui continue en plus à avoir des résonances sur le territoire national. On est en train de redécouvrir tout ça. Dans l'Algérie, la porte ouverte, donc tout ce qui bloque, la difficulté d'ouvrir cette porte, c'est pas simplement en Algérie que ça bloque. C'est qu'on sait très bien, et nos politiques le savent, qu'ouvrir l'histoire de la guerre d'Algérie, c'est ouvrir l'histoire de l'Algérie coloniale, et c'est donc ouvrir l'histoire de l'empire colonial. Oui. C'est une histoire dont les membres n'étaient pas du tout dans la même situation. Si non, on mais ça compare n'a rien à voir avec les membres, ça a à voir avec une république qui a colonisé. C'est nous. L'empire colonial, comme si c'était un tout homogène. Mais c'est un tout homogène par rapport à la République française. Pas par rapport à l'Algérie. Mais c'est un tout homogène par rapport à la République coloniale française qui a colonisé. Oui. Pas par rapport aux populations qui l'ont vécu, mais par rapport à un État qui s'appelle la France, et qui a été au-delà des mers, et qui a eu quand même professé ce qu'on a appelé l'empire colonial. Et tout ça, c'est quelque chose qui est en train de s'ouvrir, parce que cette génération, elle est née aussi en France, à 80% aujourd'hui, après l'empire colonial. Et elle découvre tout ça. Oui, moi je voudrais alors bien sûr revenir sur un sujet sur lequel je travaille, les supplétifs. C'est que eux, ce qu'il faut bien il faudrait bien qu'on voit, c'est qu'ils sont à la croisée des chemins. Ils sont à la croisée des chemins, donc est-ce qu'ils n'étaient pas colonisateurs ? C'était aussi, c'est-à-dire qu'ils ont eu cette histoire effectivement de guerre et de fin de guerre dont parle Benjamin Stora. Mais quand vous allez voir ces familles, vous discutez avec ces familles, elles pleurent aussi comme les Algériens. C'est que sur les 200 000 ou 300 000 Algériens, certains font partie de ces familles de harkis. Donc il y a cette fin de guerre. Sur les deux plans, quoi. Voilà, c'est sur les deux plans. C'est vraiment s'il y a un groupe qui est à la croisée des chemins, et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs couches, y compris la colonisation. Bien sûr. Voilà. Donc il y a eu des couches, disons, de malheur à porter. Benjamin Stora, sur la spécificité de la guerre d'Algérie, vous disiez, vous savez pourquoi on a sorti la guerre d'Algérie ? On ne sait pas tout. Hein. Oui, vous savez pas tout. C'est une histoire énorme, une histoire qui reste ouverte, avec énormément d'acteurs, de complications, de complots, etc., dont on ouvrira chaque jour davantage les portes. Mais vous l'intégrez dans l'histoire des empires, de l'empire colonial français ? C'est à la fois dedans et dehors, effectivement. Mais ce qui est très important dans l'histoire de la guerre d'Algérie par rapport au reste, bon, Pascal Blanchard est revenu sur plein de choses, mais c'est le fait que c'est une histoire très française. C'est la chute de la 4e République, c'est la naissance de la 5e République. On est en France, là. C'est-à-dire que tout le personnel politique français, toute la culture politique contemporaine française est directement en héritage de cette période. C'est considérable. C'est considérable. C'est-à-dire que c'est une matrice culturelle et politique très contemporaine de la France. Cette France qui va totalement changer. Lorsque la France entre en guerre d'Algérie en 54, c'est plus pratiquement très peu. Enfin, c'est pas le même pays en 62. C'est-à-dire que c'est la fin du monde rural, c'est la construction des autoroutes, c'est la construction des banlieues, c'est aussi une émergence culturelle nouvelle, la guerre d'Algérie. C'est la nouvelle vague, c'est les nouveaux romans, c'est l'apparition de nouveaux intellectuels. C'est-à-dire qu'il y a toute une société qui change. Toute la France change. C'est pour ça que l'Algérie et la guerre d'Algérie a cette singularité si forte, cette sorte de marque distinctive qui fait qu'on s'y attache. Parce que dans le fond, on est issu de cette grande séquence d'histoire contemporaine. Malek Chebel. Oui, et puis un point important, me semble-t-il, qu'on n'a pas soulevé, c'est que la France, tout simplement, est privée, elle est estropiée des 4/5 de sa superficie. Des 4/5, c'est qu'elle ne garde qu'un 5e de sa superficie géophysique, d'une part. D'autre part,
je pense que le pétrole, quand même, joue un rôle important. Je veux dire, De Gaulle, d'ailleurs, notamment, a beaucoup misé là-dessus. Je pense que le fait de ramener les Français d'Algérie en France est aussi un échec. Il est perçu du côté français comme étant un échec et une conséquence négative de la fin de la guerre. Le fait que les Algériens, effectivement, n'aient pas eu d'État au début, que ça a un peu flotté pendant quelques années, enfin, avec tous les remous qu'on a vus, ça a permis, en fait, en effet, à mon sens, aujourd'hui, puisqu'on parle du 50e anniversaire, une remise en question fondamentale. Et je pense que nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour analyser ça, mais les Algériens le savent. C'est aussi un laboratoire, le seul d'ailleurs, l'unique, ils n'ont jamais eu la possibilité d'en avoir un, qui leur permettra de faire émerger une nation nouvelle. Et que, puisque nous parlons de la jeunesse dans cette dernière partie, la jeunesse va en profiter, me semble-t-il, 10 fois plus que par le passé, même s'il y a des Chinois, même s'il y a de la concurrence, même si les jeunes, quand ils parlent de l'emploi, ils ne savent pas que les courbes, il y a le capitalisme qui est un peu sauvage, qui s'installe, et en même temps, la démographie qui augmente, et qu'il y a toujours un pourcentage de jeunes qui ne trouveront pas d'emploi tout de suite, dans l'immédiat, sans compter la formation qui n'est pas à la hauteur. Donc je pense qu'à terme, moi, je suis très optimiste. La jeunesse algérienne trouvera son compte. Eh ben, on va terminer par cette note optimiste. Merci infiniment, Madame, Messieurs. Merci Benjamin Stora. Merci Malek Chebel. Merci Pascal Blanchard. Merci Fatima Besnassi-Lankou. La semaine prochaine, un autre Toutes les France. Voilà.